Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de J'aime entreprendre. Aujourd'hui, on interviewe Stéphane, le fondateur de Command Go. Bonjour Stéphane, bienvenue dans cette interview chez J'aime entreprendre. Bonjour Pierre. On va commencer très rapidement, très simplement par est-ce que vous pourriez nous pitcher rapidement qu'est-ce qu'est Command Go? Chez Command Go, on développe une solution qui permet à des entreprises de visualiser les ressentis de leur public. Et par la visualisation des ressentis, ils comprennent ce sur quoi ils peuvent s'appuyer pour avancer, progresser. Ils comprennent également les polarités qu'on va appeler négatives, ce qu'il faut gommer, peut-être dans leur discours, dans leurs actions. Donc c'est vraiment un outil d'aide au pilotage. Et dans l'espace de la data, dans tout ce qui est IA aujourd'hui, nous on s'intéresse au ressenti des personnes qui sont sur le terrain, des clients, des collaborateurs, des partenaires. Et c'est pour une PME qui a une cinquantaine de clients, aller capter ces ressentis, c'est essentiel pour avancer, progresser continuellement. Voilà ce qu'on fait chez Command Go. Et comment est né le projet Command Go? J'ai 49 ans, ça fait un moment que je travaille. En fait, j'ai passé plus de 20 ans à faire du conseil en communication et en marketing. J'ai fait ça en France et aux États-Unis. J'ai un employeur pendant 18 ans qui était issu de la Silicon Valley. Et donc j'ai accompagné des grands groupes à lancer des produits, à améliorer la posture de dirigeants en interne, sur plein de sujets comme ça. Et vraiment, où l'idée a commencé à germer, c'est tout début des années 2000. J'étais aux US et je commence à travailler pour une start-up à l'époque qui s'appelle Google. Et je comprends ce que Google est en train de faire avec l'analyse sémantique, c'est-à-dire l'analyse du sens, analyser les langues. Mais en fait, même si je suis émerveillé par ce travail et par cette capacité et mon rôle de les accompagner à valoriser leurs produits, qui deviendront AdWords, etc., tous les produits qu'on connaît aujourd'hui, en fait, moi, en tant que communicant, je conseille des entreprises pour qu'elles se différencient dans leur domaine d'activité. C'est pas ce que fait Google. Google met des mots-clés sur un domaine, on est repéré, et après, on va être chopé sur les pages. En fait, le projet a commencé à germer là-dessus, et j'ai monté une méthode d'analyse du ressenti que je faisais en tant que consultant, en fait, que j'appliquais. Et puis en 2015, j'étais rentré en France, j'avais bougé de poste, toujours dans la même boîte, mais j'avais changé de fonction. Et en 2015, la vie fait que j'ai l'occasion de monter le projet. Et je commence à en parler à mon écosystème, mes clients, mes partenaires. Je rencontre des labos à l'UGA, un laboratoire en traitement automatique des langues. Je leur montre mes historiques, la façon dont je traite la donnée, la façon dont j'analyse, la façon dont je présente les informations. Et là, c'est le premier déclic, puisque c'est ce premier labo qui me dit, là, il y a quelque chose à faire. Personne ne fait ce que tu fais. Donc, allons-y. Donc, c'est un labo qui est habitué à faire du traitement automatique des langues, qui est l'analyse sémantique, qui est très connue en big data. Mais nous, on n'a pas besoin de beaucoup de données et on a un parti pris très différent. On qualifie les cibles, on identifie clairement la source de la donnée, la source de l'information qui est super importante. On y injecte des questionnaires très ouverts. Pierre, qu'est-ce que tu évoques pour tes cibles? Qu'est-ce qu'ils aiment chez toi? Qu'est-ce qu'ils aiment moins chez toi? Qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir de toi qu'ils ne savent pas? Ça, ce sont des questions essentielles si toi, tu veux déjà progresser. Et en fait, on peut mettre ça sur n'importe quel type de sujet. Nous, on s'adresse au B2B, à des entreprises. Et c'est nécessairement des questions ouvertes dans les questionnaires? Ce sont uniquement des questions ouvertes. En fait, l'analyse sémantique, l'analyse de la langue, nous dit on va analyser les mots, les groupes de mots, les phrases. Et on en met on trouve les sens communs. Donc oui, ce sont des questions ouvertes. En fait, l'idée, c'est d'allier une technologie ou une méthode d'audit qualitatif qui va chercher de la donnée en profondeur par du mécanisme de quanti, c'est-à-dire par de la visualisation ultra rapide, de l'analyse ultra rapide,
de l'interrogation, du recueil d'informations de manière très rapide également, qu'on n'ait pas besoin de faire des interviews en one-to-one, du focus group. Non, nous, on interroge à distance, tel qu'on pourrait faire dans un questionnaire de satisfaction, par exemple, mais on pose que des questions ouvertes. On a une grille de pilotage, et après, le client, il comprend et il pilote comme il le veut. Et donc, c'est une intelligence artificielle qui gère tout ça. Mais est-ce que vous êtes obligé de repasser quand même derrière pour vérifier qu'il n'y ait pas des erreurs Alors, on a au départ. Le projet, je l'ai monté en 2015, donc on a 4 ans de R&D derrière nous, avant de lancer la première version. Donc oui, il y a toujours des corrections, mais il y a aussi des corrections, vous savez, ça peut être du contexte. Le client, lui, la machine, elle analyse les termes, elle analyse la langue, mais elle n'a pas la connaissance du contexte, en fait. Le contexte, ça peut être des priorités, ça peut être une capacité de financement. Et en fait, le client, quand il voit les résultats, il peut se dire, ça, je vois, je comprends, mais ce n'est pas ma priorité. Donc, il peut classer, il peut archiver dans son esprit, dans ses opérations, de dire. Quant à la vérification, en fait... non, on ne modifie pas les résultats de l'analyse sémantique. On peut enrichir, on peut tomber sur un mot qu'on ne connaît pas, que le dictionnaire ne connaît pas. Kiffer, tiens, un verbe qui veut dire aimer, adorer, enfin voilà. Bon, s'il ne le connaît pas, il faut qu'on lui enseigne. Donc c'est ça l'intelligence artificielle. On enseigne à une machine à être toujours plus précis. En fait, la machine est dénuée d'intelligence. Donc c'est l'homme qui lui donne cette compétence. C'est sûr. En tout cas, qui lui apprend et qui développe des algos pour ça. Par contre, nous faisons de l'automatisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humain qui va modifier, tweaker, arranger la donnée. Non, le client est conscient qu'on analyse de manière automatique. C'est ce qui nous permet de lui donner des résultats en 10 jours. On commande son étude, on a les réponses, on livre. Et est-ce qu'au niveau des clients, vous avez des clients types, des entreprises qui reviennent très souvent vers vous du même domaine, ou c'est très varié? On a beaucoup de PME en fait. Et puis c'est une volonté au départ de toucher les PME. En fait, dans le champ de la communication et du marketing, ce travail de diagnostic, de recueil, d'audit au départ est essentiel si on veut être sûr que ce qu'on va émettre comme message est intéressant, pertinent pour les gens. Et l'idée du projet au départ, c'était vraiment de fournir une technologie, un outil que tout le monde peut utiliser. Parce que dans le champ de l'IA, dans le champ de la data, c'est compliqué pour une PME de se dire tiens, il faut des data analystes, des data engineers pour aller traiter de la donnée, il faut que j'apprenne des nouveaux métiers. Nous on s'est dit en fait ces gens-là il faut les servir, parce qu'en fait si on veut qu'ils soient plus performants, il faut leur donner la capacité d'aller interroger rapidement les personnes qui leur apportent de la valeur tous les jours, qui sont sur le terrain. On n'agrège pas de la donnée sur le web, nous. Donc on leur donne un moyen de questionner sans qu'ils aient de compétences à monter un questionnaire d'audit, à monter un questionnaire qualitatif. La machine a tout en base de données. Et justement, le savoir-faire que vous avez, il a dû coûter, ça a dû être des investissements lourds, ou vous êtes basé sur des technologies déjà existantes. Comment vous avez fait pour financer en fait toute cette partie R&D? On a fait des levées de fonds. Non, il n'y a pas de... On trace un chemin technologiquement qui n'existe pas. Il n'y a pas d'équivalent en fait. C'est là où le labo que j'ai rencontré en 2016, qui m'a mis en contact avec ma première stagiaire qui est passée doctorante, qui finit sa thèse et qui est associée dans l'entreprise. C'est là où le labo, il a dit, ce sujet-là et ce projet-là, il y a de l'innovation, parce qu'en fait, on fait quelque chose qui n'existe pas, dans le sens où les modèles d'analyse sémantique sont vraiment fondés sur du volume, pour aller chercher où il y a de la résonance en masse, en fait.
C'est ça le big data. On va trier. Et après, ben oui, on doit mettre des filtres, doit mettre des tris pour arriver à avoir des choses pertinentes. Mais 90% de la donnée est jetée. Et en fait, ben, le labo nous dit, là, il y a une véritable innovation. Ben, après, il faut trouver des clients. On a commencé avec des clients, d'abord. Et ensuite, ben, montrer qu'on a de la traction marché, que notre proposition de valeur a une vraie résonance, que nos clients sont satisfaits, qu'ils ont envie de recommencer. Et puis après, ben, on apprend un métier ou un parcours de start-up. Et on est allé lever des fonds. On a fait 2 levées de fonds. Voilà. Voilà où on en est. On n'a pas fini, hein, levée de fonds. Pour le coup. Oui. Et au niveau de, justement de l'aspect unique de la technologie, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un gros mastodonte comme Google arrive et copie entre guillemets l'idée et rattrape tout son retard très rapidement au vu de leurs moyens? Alors ça, c'est toujours un risque. Il y a des moyens pour se prévenir contre ça. Mais il y a aussi regarder le business model et ce qui fait notre valeur. La valeur des GAFAM aujourd'hui, c'est la donnée. Ils ont la donnée du monde. Et c'est leur pétrole, en fait. C'est l'or, en fait. Et on le dit, hein, aujourd'hui, le nouvel or, le nouveau pétrole de demain, c'est la donnée. Il faut avoir la donnée. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre leurs algos gratos. Si on n'a pas la donnée, on n'en fait rien. Voilà. Bon, ben, en fait, nous, notre valeur, elle n'est pas dans la donnée. Parce qu'en fait, la donnée, elle ne nous appartient pas. Elle est personnalisée à une entité dans son propre écosystème. Donc, en fait, cette donnée-là, elle n'a aucune valeur, si ce n'est pour notre commanditaire. Donc, en fait, on ne va pas chercher le même type de valeur. Par contre... Oui, vous, c'est qualitatif, eux, c'est plutôt quantitatif. Ben, en fait, eux, ils ont sur des modèles quanti. Mais c'est 2 choses différentes. Par contre, est-ce que à un moment des grands acteurs, c'est le grand espoir d'une start-up, hein, moi je le cache pas, hein, on va aller au bout de notre projet d'innovation, on va montrer qu'il y a une vraie attraction client et notre technologie elle est faite pour que tout le monde en profite, ou en tout cas qu'un maximum d'entreprises, et notamment les PME, puissent en profiter. Les indépendants en communication, les agences de communication, les petites agences de communication. Mais ça veut peut-être dire aussi que des gros acteurs, demain, se diront, en fait, cette techno, elle existe. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe 4 ans, 5 ans, 6 ans à essayer de la développer, à avoir les mêmes modèles, etc. Ou alors on l'achète. En fait, c'est ça notre grande ambition. C'est de dire que Comongo sera certainement pas une multinationale qui va aller... qui va opérer dans le monde entier, mais Comongo développera une technologie que des plus grands acteurs pourront s'emparer et ajouter à leur portefeuille de services. C'est certainement ça. Donc est-ce que j'ai peur qu'on me regarde comme ça et qu'on me pique l'idée et la techno? Pour l'instant, voilà, on a des moyens de se protéger. On met tout sous scellé, voilà, depuis des années. Donc tout est voilà. Et puis si un jour des gens viennent nous voir et nous disent on veut acheter la techno, on discutera. Parlez-nous d'un échec qui vous a marqué, qui vous a appris. En 2015, je suis directeur général d'une agence américaine qui est en France. Je ferme l'agence parce que mon patron décide de se recentrer exclusivement sur le marché US. J'ai 44 ans, je me retrouve au chômage. Il y a le rebond, et il faut rebondir. Je rebondis avec ce projet-là, mais en fait, je rebondis, et ça, c'est probablement toujours mon enseignement, c'est toujours de m'appuyer sur mon écosystème. Toujours m'appuyer sur des personnes qui m'entourent. Ça pouvait être des clients à l'époque de mon ancienne agence, ça pouvait être des partenaires, des fournisseurs, ça pouvait être des gens dans mon écosystème en qui j'avais confiance. Et je leur soumettais mes pistes de mon futur, qui était totalement incertain en fait. Et c'est en allant interroger ces gens-là, en écoutant attentivement leurs problématiques, parce qu'ils étaient chefs d'entreprise, parce qu'ils étaient dans le métier de la com, parce qu'ils étaient décideurs à un moment dans leur boulot. Je pense que c'est ça le grand enseignement.
toujours bien écouter, toujours être attentif à ce qu'on fait. C'est l'esprit de Common Image, hein, c'est l'esprit de l'application. Peut-être que c'est ça. Voilà. Je sais pas si D'accord. ça répond bien à la Oui, question. Mais... ça répond bien à la question. Et aussi, donc, vous avez dit que vous avez vécu donc, aux États-Unis pendant 4 ans. Mhm. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience au niveau des différences de culture entre la France et les États-Unis, notamment au niveau du business? Culturellement, je ferai. Culturellement, je crois qu'il y a quelque chose qui est très différent entre nos cultures européennes et les US, et en tout cas la Silicon Valley. C'est ce que j'appelle un peu la culture fonctionnaliste en communication, donc tout ce qui est l'école de Palo Alto, où les Américains sont très très bons à identifier un problème. Et quand ils identifient le problème, ils font ce qu'il faut pour aller le réparer, comme un plombier en fait. Ils voient le problème, ils le fixent. Nous, on a plus de recul. C'est plus des tendances en com, on appelle ça, c'est issu de l'école de Francfort, l'école critique en fait. Où on prend beaucoup plus de recul, on regarde les choses en global et on essaie de trouver des grands systèmes, des grandes politiques. Donc, voilà, moi je pense que c'est un peu ça, culturellement, que je verrais en différence entre une vue très fonctionnaliste, très fonctionnelle, très opérationnelle, et une vue beaucoup plus globale. Et on le voit hein, sur les tendances, sur l'écologie, sur la vision du monde, sur la RGPD, enfin tout ça vient. Voilà, on a juste une lecture très différente de où va le monde en France et en Europe. Je pense que ça se situe là. Voilà, je pense que ça se situe là. En même temps, moi je suis issu des deux. Hein. Je suis cérébral, je réfléchis beaucoup, je doute beaucoup. C'est dans ma nature. Et en même temps, le projet qu'on porte, c'est pour identifier les problèmes, soit à court terme, qu'il y a des quick fix à faire, soit de manière plus globale, parce que il y a peut-être par l'analyse du ressenti, on peut voir des résultats sur des profils de cibles qui nous disent en fait ce que vous êtes en train de me dire, le chemin que vous semblez prendre, je ne le comprends pas. Et donc ça permet de rectifier en profondeur. Voilà. Et puis des fois, c'est juste des petites pétouilles qu'il faut régler, des signaux faibles, tout petits. Mais si on les laisse, ça va casser, ça va faire boule de neige. Il faut savoir les fixer rapidement. C'est ce qu'on permet de faire. Peut-être que j'avais jamais vu ça sous cet angle, mais c'est peut-être ça, cette double culture, si j'ose dire. C'est un peu prétentieux peut-être, mais voilà. En tout cas, j'ai tellement apprécié mon temps et j'ai tellement apprécié travailler dans ces cultures et l'international pendant des années. Mais j'apprécie énormément aussi la chaleur, la proximité d'un écosystème très proche avec qui je peux travailler et me construire. Parce qu'en fait, on se construit avec son écosystème proche. C'est pas marqué dans les réseaux sociaux. Hein, c'est sûr. Comment il faut faire, etc. Non, en fait, là, on joue avec des algorithmes qui nous manipulent. Qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on dompte. Moi, je préfère m'intéresser aux gens qui sont autour de moi pour être sûr que ce que j'apporte tous les jours, ça a du sens pour eux. Si ça a du sens pour eux, ça veut dire que mon développement, j'arrive à le lire un peu plus, quoi. Très agile, ça. Je pose des questions, j'apprends, je me modifie. Et une fois que je me suis modifié, je repose des questions pour être sûr que c'est un baromètre. C'est un baromètre de vie, en fait. Voilà. Notre ambition, c'est de se dire que la moindre PME peut utiliser ce baromètre dans sa vie d'entreprise. D'accord. Voilà, Pierre. Et l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est très intéressant, mais aussi très complexe. Comment on peut faire quand on est étudiant pour se renseigner sur ce sujet? Est-ce qu'il faut commencer par des livres ou des sites internet? Est-ce que vous auriez des conseils par rapport à ça? On m'a posé exactement la même question. C'était un forum de l'orientation à l'UGA. Et la réponse, je vais la refaire là et puis on verra bien. C'est un tollé.
J'ai dit, mais en fait, la meilleure manière, si vous ne savez pas, c'est vous faites comongo.fr et vous nous envoyez un message. On sera toujours content de recevoir les gens qui veulent au moins avoir une vision et nous, on partagera. Et après, bah, si nous, on n'a pas les réponses dans le parcours, dans ce qu'ils veulent faire, on a un réseau. Nous, on fait partie de MIAI, donc de l'Institut interdisciplinaire de l'intelligence artificielle de l'UGA. On connaît des labos, on connaît d'autres sociétés qui en font, donc on peut aider là-dessus. Mais vraiment, pour le coup, je pense que les meilleurs là-dessus, c'est GEM, en fait partie de MIAI. Mais c'est aller sur MIAI, c'est le site web de MIAI et rencontrer ces gens-là. Tous les mois, il y a des rendez-vous entre partenaires, entre labos, entre entreprises. Je pense qu'il faut suivre ces actualités-là si on s'intéresse à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle va toucher tous les métiers. Moi, je vous parle de communication et de relations interpersonnelles, en fait, entre les gens. Ça touche les relations interpersonnelles, mais ça va concerner tous les métiers. Donc, oui, j'invite tous les jeunes, notamment, qui sont intrigués par ce qui se passe, d'y aller. Parce que vous-même, j'imagine que vous faites pas mal de veille par rapport à toutes ces innovations pour vous adapter et toujours être à la pointe. Ben, en fait, oui, on fait de la veille techno, bien entendu, on fait de la veille concurrentielle, on fait de la veille sur les tendances du marché, bien sûr, tout le temps. Et c'est à la fois des fois de la veille de notre pôle R&D ou des fois de la veille de notre pôle marketing, bien sûr, de notre département marketing. Oui, et être dans un pôle de compétitivité tel que Minalogic, d'être dans MIAI, ça nous permet d'échanger, d'apprendre des autres, de voir comment sont abordées les problématiques, et puis dans différents domaines qui sont pas le nôtre des fois, ouais, bien sûr. La veille est permanente. Est-ce que vous auriez une start-up qui récemment vous a marqué, vous a intéressé? Spontanément, la première, il y en a plein certainement. Il y en a plein, et je suis désolé pour les autres, mais vraiment, il y en a plein. Mais spontanément, c'est Phoenix Mobility. Vous les avez interviewés d'ailleurs dans Jet Talk. D'abord, on a un lien avec Phoenix Mobility, c'est qu'ils nous ont utilisés. Ils ont utilisé notre technologie comme une image et Wadi nous a fait un témoignage très chaleureux récemment où il nous dit en fait comme une image nous a permis d'identifier le segment de marché où il faut qu'on aille absolument tout de suite alors qu'il ne le voyait pas. Et en tous les cas, moi je suis aujourd'hui, quand je vois, il y a 2 ans de ça déjà, ce travail avec Phoenix Mobility. Et quand je vois le parcours, quand je vois, je connais que Wadi, quand je vois l'homme, le jeune homme, je suis vraiment admiratif de ce parcours. Je les ai connus, voilà, ils cherchaient encore, ils n'avaient même pas créé la société. Et ils commençaient à se considérer, à nous utiliser. Et quand je vois ce qu'ils ont fait et où ils en sont, oui, moi je prends énormément de plaisir à suivre leur actualité. Voilà. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui nous regardent? Écoutez votre écosystème. Apprenez de vos early adopters. N'ayez aucune crainte de les interroger de manière très ouverte. Vraiment, apprenez de votre écosystème. Écoutez bien vos équipes. Au fur et à mesure où vous recrutez, écoutez bien les gens avec qui vous travaillez, que ce soit l'externe, donc les clients, les partenaires. Être très attentif de ça. Adopter cet esprit d'agilité tout le temps. Je pousse, je me présente des choses, je me fais challenger quelque part et j'apprends. Et le parcours, je crois, c'est justement apprendre sur des cycles très courts et de progresser au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est un... Mais en tout cas, je trouve que c'est très enrichissant de faire comme ça.
D'accord. Mais apprendre, c'est de tout le monde, hein, de ses propres investisseurs, voilà, de ses clients, de ses collaborateurs, des stagiaires. Moi, j'ai beaucoup appris des stagiaires, j'ai beaucoup appris des jeunes comme vous. Je continuerai, j'espère. On espère. En tout cas, l'interview touche à sa fin. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on Merci, espère à Pierre. bientôt. À bientôt.